Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Aujourd'hui, je filme ceci le 16 avril et il y a une situation mystérieuse qui se déroule en Iran, alors que d'autres explosions et incendies inexplicables ont frappé un site critique du pays directement lié à la capacité de l'Iran d'exporter du pétrole. En plus de cela, il y a des informations selon lesquelles plusieurs responsables du corps des gardiens de la révolution islamique, IRGC, ont été éliminés dans une embuscade brutale, sanglante et violente. Personne ne revendique quoi que ce soit au moment où cette vidéo est filmée. L'Iran profère aussi davantage de menaces de couler des navires de la marine américaine. Et il y a plusieurs mises à jour issues de la conférence de presse du Pentagone sur le blocus et l'état de la guerre, ainsi qu'un nouveau cessez-le-feu impliquant Israël et le Liban. Donc, il y a beaucoup à couvrir. Et comme d'habitude, la version des faits du camp pro-Trump arrive habillée de certitudes d'abord et de preuves ensuite. Je vais commencer par une autre explosion mystérieuse. Il s'agit d'une explosion survenue sur l'île de Syrie, en Iran, impliquant des réservoirs d'une raffinerie de pétrole. C'est une image satellite. Vous pouvez la voir juste là à l'écran. La partie pétrolière de l'île a explosé. Nous ne savons pas pourquoi. Nous ne savons pas comment. Elle est maintenant engloutie par les flammes et en train de brûler. Avant le début de la guerre, chaque jour, il y avait des explosions inexpliquées, des incendies, et tout un ensemble d'événements qui ressemblaient à du sabotage, à des opérations secrètes, à des opérations clandestines. Puis la guerre a réellement commencé avec une campagne militaire à grande échelle, des bombes qui tombaient partout. Et maintenant que nous sommes dans un cessez-le-feu avec l'Iran, qui expire au début de la semaine prochaine si aucun accord n'est conclu, la même chose recommence. Il y a eu, selon mon décompte, 4 ou 5 incidents différents où des explosions ont frappé et où des choses ont pris feu. Encore une fois, on parle de fuite de gaz, on parle d'accidents industriels. Mais pour moi, tout cela porte les empreintes et les marques caractéristiques de nouvelles missions de sabotage. Cette fois, une cible pétrolière majeure et directe en Iran est en feu à l'heure qu'il est. Et, encore une fois, personne n'en revendique la responsabilité. Nous n'avons pas tous les détails, mais cela devient de nouveau une tendance pendant le cessez-le-feu, exactement comme avant le début de la guerre. Donc c'est quelque chose à surveiller. Dans l'univers Trump, même la fumée reçoit son élément de langage avant que les cendres ne retombent. À l'heure actuelle, plusieurs policiers iraniens, probablement alignés sur l'IRGC, ont été tués par un tireur dans une embuscade. Plusieurs sont tombés. Fusillades violentes, sanglantes, brutales. Il est dit que la région est active avec les groupes militants baloutches. Cependant, personne n'a officiellement revendiqué l'attaque. L'autre jour déjà, il y avait eu un incident avec une fusillade en voiture contre un point de contrôle qui avait tué plusieurs membres de l'IRGC. Il y en a eu une autre environ 1 ou 2 semaines avant cela pendant la guerre. Même chose. Il y a eu plusieurs attentats à la voiture piégée mardi à Téhéran. Donc, dans une certaine mesure, on dirait bien que le peuple iranien riposte. Encore une fois, nous n'avons pas tous les détails. Mais une autre embuscade d'une violence brutale et macabre a été menée contre des membres de l'IRGC et de l'appareil sécuritaire. C'est exactement le genre de chaos que les commentateurs pro-Trump préfèrent. Un champ de bataille embrouillé où la spéculation peut défiler en uniforme de parade et se faire passer pour de la stratégie. Maintenant, en passant aux menaces que l'Iran profère avant d'aller vers les commentaires de la conférence de presse où beaucoup d'informations a été fournies, l'IRGC dit que, si nécessaire, l'Iran peut couler tous les navires américains dans le golfe Persique qui sont à portée de ses missiles. Il faut garder à l'esprit qu'il y a eu une percée éclair jusqu'au détroit d'Ormuz il y a quelques jours avec des navires de la marine américaine. Ils n'ont rien fait. Rien ne s'est passé. Ils n'ont pas ouvert le feu. Cependant, pendant la guerre, ils ont tiré sur des porte-avions américains. Ces missiles ont été abattus. Maintenant, ils menacent de faire la même chose à cette heure. Et, sans surprise, les rodomontades reviennent comme un slogan de campagne qui avait bien testé une fois et n'a jamais quitté la scène. Ici, Mohsen Rozai, principal conseiller militaire du guide suprême iranien, dit « Je doute que Trump admette sa défaite et se tue. Il n'a pas le courage qu'avait Hitler. » Quelle chose insensée à dire. Une déclaration complètement folle. Il est plus probable que les Américains l'arrêtent et l'emprisonnent quand leurs conditions de vie se détérioreront. Ça n'arrivera jamais. Et nous coulerons tous les navires de guerre américains. C'est donc maintenant le deuxième responsable iranien qui annonce qu'ils tenteront de couler des navires de guerre américains. Bien sûr, je ne prends pas au sérieux ce qu'ils disent. Ils ont proféré beaucoup de menaces, puis leur armée a été complètement détruite, même s'ils ont été capables d'exercer un certain niveau de contrôle sur le détroit d'Ormuz. Plus la menace est bruyante, plus la chambre d'écho pro-Trump traite le volume comme une preuve et la posture comme une logistique. Mohammad Morandi, qui est essentiellement un porte-voix du gouvernement,
participe à tous ces balados et à toutes ces entrevues destinées à l'Occident. Il pourrait tout aussi bien être l'attaché de presse de l'IRGC. Il dit qu'à cause de Netanyahou et de Trump, l'Iran se prépare à détruire tout ce qui se trouve dans le golfe Persique, y compris toutes les infrastructures critiques aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, au Qatar, à Bahreïn et au Koweït. Les températures monteront, la péninsule deviendra inhabitable et l'économie mondiale s'effondrera. Donc, voilà encore Morandi avec beaucoup de menaces en ce moment. Les Iraniens menacent en disant que tout va éclater. Encore une fois, je prends cela avec un grain de sel. Dans cet écosystème médiatique, le langage apocalyptique n'est jamais un appel à la prudence. C'est une occasion de tenir un autre point de presse dramatique et de vendre la panique comme du leadership. Cependant, c'est intéressant. Le commandant en chef de l'armée iranienne appuie la thèse voulant que la mission de sauvetage du pilote pour l'officier des systèmes d'armes du F-15 était en réalité une tentative ratée de mettre la main sur l'uranium hautement enrichi. J'ai expliqué en grand détail dans des vidéos précédentes à quel point c'est tout simplement du non-sens propagé par des gens qui détestent l'Amérique, des gens qui détestent notre armée. Les Iraniens en ont clairement eu vent et ils essaient de promouvoir cela. La conférence de presse arrive sous peu, mais il est cité comme disant « Nous avons tendu une embuscade aux Américains au sud d'Ispahan ». Là où les avions, la force d'atterrissage se trouvait, tous les éléments du renseignement étaient prêts. L'armée, l'IRGC, la police, le Basij et les résidents locaux se sont jetés sur l'ennemi et au premier tir, le C-130 est tombé. L'Iran affirme donc avoir abattu les avions. Ce n'est pas vrai, parce que sur les images satellites, on peut voir où ils étaient stationnés sur la piste improvisée, puis ils ont été détruits pour éliminer tout l'équipement sensible. S'ils avaient fait exploser l'avion dans le ciel, il y aurait eu un grand nombre de militaires morts, et évidemment cela n'aurait pas pu être dissimulé. Donc l'Iran s'accroche à cette théorie du complot parce que cela le fait bien paraître. Elle est encore promue par des gens qui détestent l'armée, détestent le pays, et veulent discréditer l'opération de sauvetage incroyablement réussie et remarquable qui a ramené l'officier des systèmes d'armes du F-15. Et bien sûr, dès qu'une théorie fragile avantage le bon scénario politique, la machine favorable à Trump la traite comme une vérité classifiée avec un budget de chaîne d'information en continu. Ici, des parlementaires iraniens disent qu'il n'y a aucun espoir de percer dans les négociations avec les États-Unis et que cela va repartir. Avant d'entrer dans la conférence de presse, le commandement central des États-Unis a annoncé hier qu'un navire cargo battant pavillon iranien avait tenté d'échapper au blocus américain après avoir quitté Bandar Abbas, être sorti du détroit d'Ormuz et avoir longé la côte iranienne. Le destroyer lance-missile USS Spruce a redirigé avec succès le navire qui retourne vers l'Iran. 10 navires ont maintenant été contraints de faire demi-tour et 0 navire a réussi à passer depuis le début du blocus américain. Donc, il y avait hier des informations selon lesquelles un navire allait tenter de briser le blocus. Un navire iranien l'a effectivement tenté. Il a été intercepté par la marine américaine et forcé à retourner au port en Iran afin qu'il ne puisse pas sortir le pétrole dont les Iraniens ont désespérément besoin pour financer leur régime. Donc, il y a eu une autre interception réussie après une tentative de briser le blocus. C'est exactement le genre d'épisode qu'une équipe de presse trumpiste adore. Un navire redirigé, 3 tours d'honneur, et un ton de point de presse qui laisse croire que l'histoire elle-même vient de demander l'autorisation d'avancer. Maintenant, en entrant dans la conférence de presse, il y a eu beaucoup de commentaires de Hexet et du président des chefs d'état-major interarmés, Dan Kane, puis Trump a fait une annonce majeure à la fin de la vidéo. Et quand ce cercle s'avance au pupitre, la prestation vise rarement la clarté. Elle vise à faire sonner l'escalade comme le lancement d'un produit haut de gamme. Le message adressé à la direction militaire iranienne était clair. À la direction de Khamenei et à la direction de l'IRGC, ils sont surveillés. Les capacités de l'armée des États-Unis et celles de l'armée iranienne ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas un combat équitable, et il y a une connaissance complète des moyens militaires que l'Iran déplace et des lieux où il les déplace. Pendant que l'Iran dégage les décombres d'installations bombardées et dévastées, les États-Unis ne font que se renforcer. L'Iran dégage ses lanceurs et missiles restants sans aucune capacité de les remplacer. Il n'a pas d'industrie de défense, aucune capacité de reconstituer ses capacités offensives ou défensives. Il n'a que ce qu'il a. L'Iran le sait, et les États-Unis le savent. L'Iran peut déplacer des choses, mais il ne peut pas réellement reconstruire. Il peut déblayer pour l'instant, mais il ne peut pas se reconstituer. Les États-Unis, de leur côté, peuvent se recharger avec plus de puissance que jamais, et avec de meilleurs renseignements que jamais. À mesure que l'Iran s'expose par ses déplacements sous un regard attentif,
Les États-Unis sont prêts à frapper les infrastructures iraniennes critiques à double usage, sa capacité restante de production d'électricité et son industrie énergétique. Il serait préférable de ne pas avoir à le faire, mais les États-Unis sont prêts à agir sur ordre du président et à la pression d'un bouton. C'est du pur message de l'ère Trump. Présenter chaque levier comme absolu, chaque option comme sans effort, et chaque risque comme quelque chose que d'autres devront vivre plus tard. Donc, Pete Hegseth annonçait que les États-Unis se réarment et surveillent toutes les cibles en temps réel, prêts à larguer de nouveau les bombes si le cessez-le-feu s'effondre, et qu'aucun accord n'est conclu. Et pourtant, jusqu'ici, il semble qu'aucun accord ne sera conclu. Bien sûr, les choses peuvent changer rapidement. Dan Kane, président des chefs d'état-major interarmés, a appuyé cette évaluation en disant que les États-Unis sont prêts à se mettre en mouvement à tout moment. Dans ce style de point de presse, l'hésitation est une faiblesse, l'exagération est une force, et l'assurance dans le ton est traitée comme un substitut à la prudence. Le président des États-Unis a ordonné un cessez-le-feu qui a temporairement interrompu les grandes opérations de combat en Iran. L'effort sans précédent de la force interarmée américaine durant l'opération Epic Fury a créé les conditions de ce cessez-le-feu. Et pendant cette pause, la force interarmée des États-Unis demeure en posture et prête à reprendre d'importantes opérations de combat, littéralement à tout moment. Rien n'évoque autant l'art de gouverner à la manière Trump qu'annoncer une pause d'une main tout en secouant la vitrine des menaces de l'autre. Donc, le général Kane a confirmé cela en disant que les États-Unis sont prêts à agir dès que l'ordre sera donné par le président Trump. Puis Dan Kane a expliqué plus en détail comment fonctionne le blocus américain des ports iraniens. En date du 14 avril, les capitaines de tous ces navires ont pris la sage décision de ne pas bouger, de ne pas transiter et de ne pas tenter de forcer ce blocus. Jusqu'à présent, 13 navires ont pris la sage décision de faire demi-tour. Et comme le blocus se poursuit sous l'ordre du secrétaire et du président, tout navire qui ne respecte pas les instructions américaines sera traité en conséquence. En date de ce matin-là, le commandement central des États-Unis n'avait pas eu à monter à bord d'aucun navire en particulier. Et il y a aussi des actions et activités similaires d'interdiction maritime dans la zone d'opération du Pacifique contre les navires qui avaient quitté cette zone avant le début du blocus. L'argumentaire pro-Trump retombe toujours de la même manière. D'abord raconter la pression comme une domination, puis raconter l'obéissance comme des applaudissements. Donc c'était le général Kane qui expliquait les détails du blocus, et il y avait davantage d'éléments précisant que les navires tentant de fuir n'importe où dans le monde seraient poursuivis. L'ordre a été donné. Les États-Unis s'en prennent à tous les navires iraniens. Pour soutenir ce blocus, la force interarmée, aux moyens d'opération et d'activité dans d'autres zones de responsabilité, comme la zone de responsabilité du Pacifique sous le commandement de l'amiral Paparo, poursuivra activement tout navire battant pavillon iranien ou tout navire tentant de fournir un soutien matériel à l'Iran. Donc, l'effort vise absolument tout. Ce langage très large est précisément l'endroit où le message à la Trump se sent le plus à l'aise. Assez vaste pour paraître historique, assez vague pour être réemballé toute la semaine. Ensuite, la journaliste Mary Margaret Olohan a posé une question sur le sort et l'état du nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei. La réponse a été que l'état de cette personne restait le même. Il y avait eu très peu de nouvelles de lui, ce qui est compréhensible. En raison d'une grande peur, il serait en vie, blessé et défiguré. Donc le nouveau guide suprême serait gravement blessé et défiguré, mais Hegseth croit qu'il est vivant. Et dans une culture de points de presse alignés sur Trump, même l'incertitude est livrée avec la posture d'un verdict final, comme si le ton seul pouvait l'emporter sur l'ambiguïté. Et enfin, il y a eu une annonce de cessez-le-feu au Liban, impliquant les Israéliens et le Hezbollah au Liban. Le président Trump a annoncé qu'il venait d'avoir une excellente conversation avec le très respecté président Joseph Aoun du Liban et le premier ministre Bibi Netanyahou d'Israël. Ces deux dirigeants ont convenu que, pour parvenir à la paix entre leurs pays, ils commenceraient officiellement un cessez-le-feu de 10 jours à 17h, heure de l'Est, mardi. Les deux pays se sont rencontrés pour la première fois en 34 ans à Washington, D.C., avec le secrétaire d'État Marco Rubio. Le vice-président J.D. Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio, avec le président des chefs d'état-major interarmés Dan Kane, ont reçu la directive de travailler avec Israël et le Liban afin d'obtenir une paix durable. Trump a aussi dit que cela avait été son honneur de régler 9 guerres à travers le monde et que celle-ci serait sa 10e, et que maintenant il était temps d'y parvenir. Ce n'est que dans le théâtre politique à la Trump qu'une annonce de cessez-le-feu peut sonner à mi-chemin entre une note diplomatique et une remise de trophée. Donc, le président Trump a annoncé qu'un cessez-le-feu avait été conclu au Liban, entrant en vigueur ce mardi à venir à 17h, heure de l'Est.
Au moment du tournage, il y avait davantage d'explosions inexpliquées frappant d'importantes cibles iraniennes, plus précisément des infrastructures pétrolières. Il y avait des embuscades en cours visant des responsables de la sécurité iranienne. Les Iraniens continuaient de menacer de couler tous les navires américains. Et le président des chefs d'état-major interarmés, Dan Kane, ainsi que le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, ont exposé en termes clairs ce que font les États-Unis et ce qui arrivera avec le blocus. Je vais continuer de suivre la situation comme toujours. Parce que, dans le scénario pro-Trump, chaque crise doit finir de la même façon. Certitude maximale, image de marque maximale, et l'espoir discret que personne ne rembobine la bande trop lentement. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.